de mercure, la fréquence cardiaque à 71 battements par minute, mais il reste irrégulier. Et un mois encore plus tard, la pression artérielle est à 137 sur 81 mm de mercure et la fréquence cardiaque à 68 battements par minute, toujours irrégulier. Le deuxième cas clinique est une dame de 59 ans qui présente une obésité de grade 2 avec comme antécédent une hypertension artérielle évoluant depuis 2010, un diabète évoluant depuis la même période, qui depuis 6 mois se plaint de palpitations paroxystiques à prédominante nocturne et comme traitement, elle a une association perindopril, indapamide, amlodipine 2,5-10 à la dose de 1 comprimé par jour, alpha-méthyldopa 2 comprimés par jour, la metformine à 1000 mg toutes les 12 heures, le glyclasé 60 mg par jour, la torvastatine 10 mg et la cardioaspirine 1 comprimé par jour. À l'examen physique, lorsque je la vois, elle a une pression artérielle à 156 sur 81 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 110, une fréquence respiratoire à 16 cycles par minute, saturation en oxygène 98% et les bruits du cœur sont réguliers mais rapides. L'électrocardiogramme réalisé dans la foulée montre une tachycardie sinusale à 108 et il n'y a pas de critère d'hypertrophie ventriculaire gauche. L'enregistrement Holter-ECG de 24 heures réalisé met en évidence une tachycardie sinusale à prédominance diurne avec une fréquence cardiaque maximale allant jusqu'à 134 battements par minute. Il n'y avait pas de troubles rythmiques ventriculaires ni supraventriculaires. L'échographie transthoracique est normale avec une fraction d'éjection à 66%. L'échographie des troncs supraortiques réalisée met en évidence une athéromatose discrète. Au niveau des bifurcations carotidiennes, il n'y a pas de sténose carotidienne mise en évidence. Son hémoglobine glyquée est normale. Les hormones thyroïdiennes, notamment les TSH ultrasensibles, normales. La numération formule sanguine ne montre pas une anémie et son ionogramme sanguin est normal. Il s'agit donc au total d'une patiente qui est hypertendue non contrôlée, qui a un diabète contrôlé, qui a une tachycardie sinusale régulière et qui a une obésité de grade 2. Devant son traitement qui était une ordonnance assez importante, toujours dans le respect de la compliance, je fais une association perindopril bisoprolol à 1 comprimé par jour. J'ajoute de l'amlodipine à 10 mg par jour. Je maintiens son alpha-méthyldopa, sa metformine, son glyclasy. Je majore la dose d'atorvastatine à 20 mg. Je maintiens la cardioaspirine à 100 mg par jour. Un mois plus tard, elle revient en consultation, la pression artérielle à 142 sur 73 mm de mercure, la fréquence cardiaque à 97 régulière, ne se plaint plus de palpitations. Et je l'ai revue il y a 3 jours, la pression artérielle à 128 sur 66 mm de mercure, la fréquence cardiaque à 72 battements par minute régulier et elle ne se plaint plus de palpitations. Ceci pour dire quelle est la place des bêta-bloquants dans le traitement de l'hypertension artérielle. Pour ce sujet, l'a détaillé de long en large, mais que disent les recommandations? Il faut savoir que les bêta-bloquants, au départ, ont été développés pour leur effet anti-tachycardisant et également leur effet anti-ischémique. Et la place des bêta-bloquants dans le traitement de l'hypertension artérielle a été découverte lors des traitements des troubles du rythme par des cardiologues. Et dans l'évolution des bêta-bloquants, il existe des bêta-bloquants de première génération qui ne sont pas des bêta-bloquants cardiosélectifs, notamment le propanolol, et qui est apparu dans les années 1967. Et par la suite, entre les années 80 et 2000, on a les bêta-bloquants de deuxième génération qui associent l'athénolol, qui sont l'athénolol, le bisoprolol et le métoprolol. Et après les années 2000, on a les bêta-bloquants de troisième génération qui sont également des bêta-bloquants vasodilatateurs tels que le nebivolol et le carvedilol.
Que nous disent les recommandations dans la prise en charge de l'hypertension artérielle et de la place des bêta-bloquants? Les bêta-bloquants peuvent être prescrits comme traitement initial, mais de préférence, les bêta-bloquants doivent être utilisés pour le contrôle de la pression artérielle lorsqu'il existe une indication clinique spécifique telle qu'une angine symptomatique, un contrôle de la fréquence, lorsque le contrôle de la fréquence cardiaque est requis, dans le post-infarctus, dans l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection abaissée. Également, les recommandations de l'European Society of Cardiology et de l'European Society of Hypertension recommandent les bêta-bloquants en troisième intention dans des conditions particulières suscitées. Qu'en est-il de la fréquence cardiaque chez le sujet hypertendu? Et les recommandations de l'ESH et de l'ESC recommandent que la fréquence cardiaque chez le sujet doit être une fréquence cardiaque supérieure à 80 battements par minute est reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire chez le patient hypertendu. Le professeur Zudier l'a dit, les objectifs ou le cut-off, c'est d'obtenir des fréquences cardiaques les plus basses possibles et surtout s'il s'agit d'un patient coronarien inférieur à 60 battements par minute. Quels sont les justificatifs de l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion dans la maladie coronarienne? Il faut savoir que le bénéfice de l'IEC des inhibiteurs de l'enzyme de conversion a montré sa preuve tout au long du continuum cardiovasculaire et plusieurs études l'ont prouvé, notamment l'étude EUROPA qui s'est basée sur la maladie athéromateuse, l'étude de Priami qui s'est intéressée à la dysfonction ventriculaire gauche et le remodelage du ventricule gauche. Qu'en est-il de l'essai Europa? L'essai Europa est une étude caractéristique de référence qui s'est intéressée, qui était une étude randomisée, contrôlée par placebo, qui avait pour but d'évaluer l'effet du perindopril à la dose de 4 à 8 mg sur une réduction du risque cardiovasculaire dans une population à risque relativement faible, présentant une cardiopathie coronaire stable et sans insuffisance cardiaque. Les caractéristiques de la population étaient surtout des patients coronariens, plus de la moitié étaient des patients coronariens avec une coronaropathie, puis également 64% étaient des patients ayant présenté un infarctus du myocarde et le tiers étaient des sujets hypertendus. Le résultat principal de cette étude était le décès par cause cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde ou l'arrêt cardiaque. Et ces résultats montrent que l'utilisation du perindopril entraîne une baisse du risque relatif de 20% comparativement au placebo. Plusieurs études ont également montré leur efficacité ou l'efficacité ou la place des inhibiteurs de l'enzyme de conversion chez le patient en post-infarctus et notamment l'étude de Priami avec le perindopril qui était une première étude d'évaluation du remodelage ventriculaire gauche dans le post-infarctus sans dysfonction ventriculaire et sans conséquences cliniques chez le sujet âgé. C'était une étude multicentrique européenne randomisée contre placebo et l'objectif était l'évaluation de l'effet des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, notamment le perindopril, dans les suites d'un infarctus du myocarde non compliqué de dysfonction systolique ventriculaire gauche, c'est-à-dire une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure à 40% chez le sujet âgé de plus de 65 ans. Le critère principal du jugement était clinique et échographique et portait sur la mortalité, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et le remodelage ventriculaire gauche. Le remodelage du ventricule gauche était défini par une augmentation supérieure à 8% du diamètre télédiastolique du ventricule gauche évalué à l'échographie à 12 mois de l'infarctus. La posologie du perindopril était de 4 mg pendant 1 mois puis 8 mg pendant les 11 mois suivants et les patients recevaient un traitement conventionnel post-infarctus. Que nous montrent les résultats? Ces résultats nous montrent que le perindopril réduit significativement la fréquence des événements du critère principal, notamment la mortalité, l'insuffisance cardiaque et le remodelage du ventricule gauche de
38%, et également un bénéfice est fait sur la diminution très notable de la fréquence du remodelage du ventricule gauche de moins de 46%. De nombreuses le périnepril réduit donc de façon significative les événements du critère, là je l'ai dit déjà, les événements du critère principal, et de nombreuses études ont montré que les patients à haut risque cardiovasculaire, notamment une maladie coronarienne, un post-infarctus, une insuffisance cardiaque ou le diabète, il était recommandé de privilégier sur ce sujet l'utilisation d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 en cas de contre-indication d'intolérance aux IEC, et ces recommandations ont été validées par les recommandations de 2019 de l'ESC sur le syndrome coronaire chronique et ceux de 2017 sur l'infarctus du myocarde. Quelle est donc la preuve du bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone dans le syndrome coronaire chronique? Cette étude, qui est une étude qui a porté sur près de 150 000 sujets, montre que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion réduisent de façon significative les événements cardiovasculaires, notamment un infarctus du myocarde chez le sujet, avec un infarctus du myocarde de près de 14%, et que parmi ces inhibiteurs de l'enzyme de conversion, le périnepril réduit de façon significative comparativement aux autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion et aux ARA2. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ont donc démontré leurs bénéfices à tous les stades de la maladie coronarienne, que ce soit du post-infarctus à la prévention secondaire, avec une efficacité indépendante de la baisse de la pression artérielle. Quel est le justificatif de l'utilisation des bêta-bloquants dans le syndrome coronaire chronique? Il faut savoir que les propriétés anti-angineuses des bêta-bloquants reposent principalement sur la réduction de la fréquence cardiaque, ce qui entraîne une réduction de la demande en oxygène du myocarde et une prolongation de la période diastolique et augmentation de la perfusion myocardique. Et parmi les bêta-bloquants, je l'ai dit tantôt, on a les premières générations de bêta-bloquants qui sont des bêta-bloquants non cardiosélectifs, la deuxième génération des bêta-bloquants qui sont des bêta-bloquants cardiosélectifs, et la troisième génération des bêta-bloquants. Et le bisoprolol fait partie des bêta-bloquants qui a une haute cardiosélectivité. Et compte tenu de la fréquence cardiaque cible dans le syndrome coronaire chronique, le choix des bêta-bloquants, qui doit être entre 55 et 60 battements par minute, le choix des bêta-bloquants doit porter sur des bêta-bloquants hautement cardiosélectifs, et le bisoprolol est un bêta-bloquant de deuxième génération hautement cardiosélectif. Il est un médicament anti-angineux efficace et il permet le contrôle de la fréquence cardiaque avec une réduction des événements cardiovasculaires. Les bêta-bloquants ont pour objectif non seulement le contrôle des symptômes, mais également la prévention des événements cardiovasculaires et chez les patients après un infarctus du myocarde et les patients avec insuffisance cardiaque à forte d'éjection réduite. Et parmi les médicaments indiqués, les 3 bêta-bloquants sont conseillés, notamment le bisoprolol, le carvedilol et le métoprolol. Dans cette étude qui a été réalisée sur une population qui montre l'effet du bisoprolol et des autres bêta-bloquants dans le syndrome coronaire aigu, c'est une population qui près de 1000 patients ont été mis sous bisoprolol et près de 1500 sous autres bêta-bloquants, et les résultats après un suivi de 9 ans, les résultats montrent que le bisoprolol permet une réduction significative de la mortalité, contrairement aux autres bêta-bloquants. Qu'en est-il de la fréquence cardiaque selon les recommandations internationales? Il faut savoir que les bêta-bloquants restent un traitement anti-ischémique de première ligne pour le contrôle de la fréquence cardiaque, et la dose de bêta-bloquants doit être réajustée afin de limiter une fréquence cardiaque dans les objectifs de 55 à 60 battements par minute au repos chez le patient avec un syndrome coronaire chronique.
Ce travail également a montré l'évolution des bêta-bloquants chez le patient avec maladie coronaire et insuffisance cardiaque. Et pour ce qui est de la maladie coronaire, les bêta-bloquants ont pour effet dans le syndrome coronaire chronique, ont pour effet immédiat une réduction de la mortalité et une réduction de nouveaux épisodes d'infarctus du myocarde. Quel est donc le rationnel du traitement par association IEC et bêta-bloquant? Le perindopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion qui a une action qui permet la prévention des accidents cardiovasculaires. C'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion tissulaire avec une meilleure protection contre les lésions d'organes cibles. Il a un fort effet de bradykinine et il permet la réduction des événements cardiovasculaires chez les patients atteints de coronaropathie, d'hypertension artérielle, de diabète et les sujets à haut risque cardiovasculaire. Et plusieurs études l'ont prouvé, notamment l'étude EUROPA, l'étude de Priami. Le bisoprolol est un anti-angineux et c'est un bêta-bloquant hautement cardiosélectif. Il est anti-angineux, il permet le contrôle de la fréquence cardiaque. C'est un bêta-bloquant qui a montré son efficacité dans le syndrome coronaire, aussi bien aigu que chronique, et a fait ses preuves dans la réduction des événements chez le malade coronarien par rapport aux autres bêta-bloquants. Je vous remercie. Merci Félicité.